Peut-être vous laisser comme tout à l'heure, à chacun et chacune vous présenter rapidement, dire qui vous êtes et ce que fait vos entreprises. Donc peut-être Catherine, on va commencer par toi. Oui, je suis donc Catherine Vidal, je suis directrice générale de Banque Casino. Alors Banque Casino, c'est un spécialiste du crédit et des facilités de paiement. Donc on travaille bien sûr avec les filiales du groupe Casino, mais aussi avec beaucoup de e-commerçants, puisque c'est notre métier numéro un. On a à peu près 3 millions de clients qui sont tous prescorés en matière de crédit. On a beaucoup parlé de crédit, donc c'est intéressant les spécificités du crédit en France. Et nous, c'est ça notre métier. Et j'ai entendu notamment le fait que les facilités de paiement, ça n'était pas du crédit. Bah si, c'est du crédit. Et donc le crédit, par définition, c'est prêter de l'argent à des gens qui peuvent le rembourser. Et c'est ça notre métier. Voilà On en deux reviendra mots. sur sa transformation au fil des années tout à l'heure dans Bien notre sûr. échange. Chloé. Alors moi, je suis Chloé Mayonob, je suis directrice générale déléguée de Natixis Paiement, qui est un actif qui appartient à BPCE, au groupe BPCE. On est le premier émetteur d'Europe continentale pour des cartes Visa. On émet plus de 20 millions de cartes. Et on est sur toute la chaîne du paiement, donc j'y reviendrai de l'émission, processing, jusqu'à l'acquisition. Juste un mot parce que je m'aperçois que je vais me faire disputer par ta com. J'ai écrit Natixis Payment Solutions, Oui. donc c'est Natixis Payment. Mais comme ça change des fois les coms, tu sais. C'est Alors Natixis justement, Payments maintenant c'est avec Payment. un S. Parce qu'avant on m'avait disputé parce que j'ai pas mis solution il y a 2 ans, alors maintenant il faut l'enlever. Tu peux nous en dire un peu plus seulement sur cet écosystème Natixis Payment parce que c'est qu'il y a beaucoup de choses dans Natixis Payment en fait. Alors oui, nous, donc on a notre cœur historique qui est de l'émission, du processing, de l'acquisition, et puis on est enrichi par un certain nombre de fintech. Donc des fintech, on est allé chercher en fait leur spécificité. Donc sur l'e-commerce, on a Payplug et Dalenis. Alors, soit on a grandi par acquisition, soit on a aussi pouponné un certain nombre de fintech comme S-Money qui fait du paiement pour compte de tiers. On a acquis le pot commun. Qui nous donne des cagnottes, mais aussi le bouton du paiement à plusieurs. On a des rewards and benefits avec Comitéo, titre cadeau et NIT, donc les chèques Appetize. On a Ecotize dans le monde du sport. Voilà, on est très large. Pour voir un peu cette diversité. Exactement, voilà. On est très large et on est vraiment au cœur de ce que tu disais, c'est-à-dire la coopération d'un acteur historique avec tout un monde de fintech qui représente quand même la moitié de nos effectifs aujourd'hui. Christophe, qui es-tu ? Alors, je suis donc Christophe, CEO de Limonetic. Donc, Limonetic, nous, on est ce qu'on appelle un ADN, mais du B2B. ADN, pourquoi ? Parce que nous, on sait faire de l'acceptation du collecting de moyens de paiement un peu partout dans le monde. On en a 185. À la fin d'année, on couvre 70 pays. Donc, on sait faire du paiement aux États-Unis, carte bancaire, du virement aussi là-bas. On sait faire l'Australie. On sait faire du paiement en Philippines depuis 15 jours. On a lancé l'Inde. Et on couvre évidemment tous les pays d'Europe. Donc, on sait collecter l'argent de tous ces moyens de paiement d'une certaine façon. Et on sait aussi, comme ADN, on va dire renvoyer cet argent quand il y a besoin. Quand on est sur des montages marketplace, on va savoir renvoyer l'argent intelligemment vers les vendeurs d'une marketplace, comme par exemple Deliveroo. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais Deliveroo encaisse de l'argent et renvoie l'argent vers les restaurateurs et aussi les livreurs. Donc ça, c'est comme ADN. J'ai dit B2B parce que nous, nos clients ne sont pas les sites marchands en direct, même si on en a quelques-uns, comme des gens comme CMA, CGM, qui vendent des containers un peu partout dans le monde. Nos clients, nous, ce sont les acteurs de la chaîne du paiement qu'on a un peu pu voir ce matin. Donc on est vraiment en B2B, on est en marque blanche, on sert les acteurs historiques, finalement, de la chaîne du paiement qui, eux, servent les marchands et les marketplaces. Alors j'ai voulu, pour conclure cette matinée, faire ce panel effectivement avec des acteurs historiques qui ont eux aussi d'ailleurs leur propre transformation digitale, on va y venir, et qui travaillent avec des fintechs, et puis aussi avec une fintech qui maintenant est historique, 2006 8. Oh, vite. J'ai l'impression qu'on en parle depuis 2006. Non, j'ai pas signé un truc en 2006. En 2007. Non, je suis actionnaire historique pour faire un disclosing. Ça s'appelle l'investissement court terme qui est devenu long terme, mais j'en suis très heureux. Et donc, pour voir un peu, discuter de toute cette coopération qu'il y a entre les nouveaux acteurs qu'on n'appelait pas fintech d'ailleurs à l'époque, entre les startups du monde du paiement et les acteurs installés pour créer de la valeur, créer de l'innovation. Chloé, je vais commencer par toi. Quelle stratégie aujourd'hui à Natixis Payment versus ces nouveaux entrants ? Tu nous as parlé de quelques acquisitions. D'abord, est-ce qu'elles sont derrière vous et les gens en digèrent ou au contraire, non, c'est un cycle permanent. Il y a des nouveaux, des anciens, des avec qui on réussit, des qui avec qui on réussit pas. Enfin, la question est chez toi.
Alors on a plusieurs niveaux de réponse, puisque avec les fintech, donc soit on va chercher, comme je disais, des compétences qu'on n'aurait pas en interne. On n'a pas de tôle. Ouais, ça marche plutôt très bien. On va chercher chez eux. Alors, on est maintenant une communauté. On les intègre pas totalement, c'est-à-dire qu'évidemment, ils sont intégrés financièrement, etc. Mais on les laisse vivre sur une stratégie propre. On s'enrichit d'eux, de leur façon de travailler. Nous, l'acteur historique chez nous apporte une stabilité et peut-être une exigence très forte. Eux apportent l'agilité, la flexibilité, le time to market extrêmement rapide. Et donc, chacun s'enrichit de l'autre. Donc ça, c'est pour comment est-ce qu'on travaille ensemble. Après, on travaille sur les nouveaux entrants, et notamment avec la DSP2, etc. Nous, on est très, très contents de les voir arriver, puisqu'on a des offres à disposition pour ces acteurs-là, pour devenir... tu me posais la question... voilà, je vais faire un petit disclosing. Oui. Donc, on a une offre qui s'appelle X-Polens, dont on reparlera tout à l'heure. Et du coup, nous, soit on se nourrit, soit on les nourrit. Là, dans notre panel, nous, on travaille aussi de façon très proche avec Casino, d'un côté, et Limonetic, qui est un de nos fournisseurs sur une particularité que nous, on n'avait pas en interne. Donc il y en a avec qui tu travailles juste en collaboration, parce qu'a priori, tu les as pas rachetés. Et il y en a avec qui que tu rachètes ou dans lesquels tu investis. Je ne pouvais pas les racheter, tes investisseurs. Bah, je suis trop gros. Mais 0,2%. Un petit retour d'expérience sur quelques grosses acquisitions, donc par exemple d'Anelis et Payplug, qui étaient quand même parmi les plus conséquentes chez vous. Puis maintenant, il y a quelques années qui ont passé. Ça a donné quoi la greffe? Parce que par exemple, ce matin, on avait Nicolas pour Ingenico, où on voit bien quand même que Ogone, c'est plus qu'une greffe, ça a transformé le groupe de l'intérieur. D'ailleurs, maintenant, il y a un point commun entre Ingenico et Natixis. Donc, tu peux nous parler un petit peu de justement nous aussi, alors ça marche très bien. On a sur Payplug, on a une croissance de volume cette année de 70%. On a plus de 35% de croissance sur Dalenis. La greffe prend très bien et on enrichit notre offre de produits au lieu de garder évidemment tout ce monde siloté. Et on enrichit à travers d'offres omnicanales. On crée en fait des offres communes. On connecte les plateformes. Enfin, on fait. T'as un commercial pour toutes les offres ou c'est Alors, on a une équipe commerciale qui s'occupe des grands comptes pour toutes les offres. Et puis après, on a des spécificités dans chacune des filiales ou chacune des maisons pour son offre propre. Donc tout dépend ce qu'on vend, tout dépend à qui on le vend. On a une business unit marchand pour qui on définit un certain nombre d'offres. Une business unit processing, donc là qui est vraiment le cœur vraiment central de toutes les autres offres. Et puis une BU Benefits and Rewards qui est plus ancrée sur, comme je disais tout à l'heure, les chèques cadeaux, appétits, etc. et Exponent. Sur d'autres types de fintech à qui tu travaillais, tu disais qu'il n'y a pas de tôle, mais il y a quand même des fois des arrêts. Oui. Des Popas, par exemple, Oui. il n'y a plus vraiment, tu me disais, de lieu d'être. Oui. Tu peux en dire plus? Donc, oui, c'est effectivement. Alors c'est un petit peu avant mon ère. Voilà, il y a la greffe effectivement. Je dirais pas que c'est la greffe. Je pense que c'est le produit qui. Avec l'instant payment, il n'y a plus vraiment besoin voilà, exactement. de cette offre-là. Alors, pour revenir, si je peux faire une digression sur l'instant payment, Natixis Paiement vit sur un ADN d'innovation très très fort. On était les premiers à mettre en place le paiement sans contact, les premiers sur Apple Pay, les premiers dernièrement sur l'instant payment. Donc on a toujours on a une capacité, je dirais, à se réinventer avec toujours des nouveaux acteurs, des nouvelles façons de penser, toujours aller plus loin que juste vivre sur nos acquis. Et par exemple, tout à l'heure, on avait Caroline pour PayPal qui nous disait qu'eux aussi, ils font de la cagnotte, mais tout gratuit. Toi, c'est pas tout gratuit. Non. Et alors, comment on coexiste avec une offre payante quand il y a parce que c'est pas un petit acteur, PayPal, quand même. Quand il y a un acteur majeur qui est connu, qui est une marque connue, qui dit « moi, je fais pareil, mais c'est tout gratuit ». En fait, m'interloquer. En fait.
Alors pour l'instant, donc on est parti avant eux, donc on jouit toujours de l'historique. Exactement. Donc on va voir comment ça va évoluer. On se pose évidemment des questions. Alors c'est pour ça qu'on enrichit aussi l'offre côté le pot commun avec le fameux paiement à plusieurs. Donc le pot commun qui était très B2C se transforme lui aussi. Il reste évidemment B2C, mais il se transforme vers le B2B avec et nous ça enrichit l'offre de tous les autres, de Dalenis, de Payplug, qui peuvent maintenant proposer à tous leurs marchands ce fameux bouton du paiement à plusieurs. Donc voilà, on essaye de trouver des stratégies. Évidemment, il y aura toujours des concurrents et il y aura toujours moins cher. Alors, tu as évoqué tout à l'heure Exponent. Donc là, c'est dans ta position de provider de services pour les fintechs qui finalement deviennent des clients pour toi. Oui. Tu peux en dire un peu plus? C'est tout nouveau. Donc, c'est tout nouveau. Alors, c'est les fintechs, mais pas que. Ça peut aussi être les marchands, les grands corporates. Mais si on s'arrête aux fintechs, donc grâce à la DSP2, les fintechs peuvent évoluer sur le monde du paiement. Et nous, on propose une offre de Payment in the Box qui s'appelle Exponent, qu'on a fait en partenariat avec Visa, et qui permet à n'importe quel fintech, à partir du moment où on a compris et validé son projet, évidemment, en 100 jours, qu'elle émette et qu'elle processe des moyens de paiement grâce à une couche full digital en API. On leur permet d'émettre des cartes, d'émettre des cartes digitales et recevoir in fine la carte physique par le courrier. Et puis on fait la tenue de compte, on leur fait la couche d'abstraction réglementaire puisqu'on met à leur disposition nos licences. On les accompagne. Ils sont des agents pour toi en fait. Ce sont exactement, ils se transforment en agents. On les accompagne pour les KYC, on les accompagne sur le middle et le back office, on les accompagne sur le self-care, on les accompagne sur tout ça. Donc à partir en 100 jours, ils peuvent devenir un acteur avec une proposition de valeur bien plus large que celle avec laquelle ils sont partis au départ. Et souvent, si on parle de fintech, les premiers par exemple qu'on est en train de servir, c'est Linkso, qui étaient agrégateurs de comptes, enfin qui sont toujours agrégateurs de comptes et qui vont bientôt sortir leur offre. 100 jours, c'est ta durée contractuelle, mais tu peux faire plus vite? Déjà, on fait en 100 jours. Je suis sûr que tu arriveras à faire mieux. Dans ce grand mercato des paiements, et je ne parle pas que des profils qui passent d'une boîte à une autre, mais est-ce que Natixis est une proie ou un prédateur? J'ai posé la même question ce matin à plusieurs. Donc. Eh bien, ni l'un ni l'autre. Non, on n'est pas. Alors, nous, on est très stratégique pour le groupe, évidemment. Donc, on n'est pas une proie. On n'est pas un prédateur non plus. On croit beaucoup aux partenariats, limonétiques, mais toutes sortes de partenariats. On fait un partenariat, par exemple, avec non, je ne vais pas en parler. Donc, avec mince, disclosure. Il y a la com. J'en parlerai la prochaine fois. L'année prochaine, je reviendrai. Donc, on croit beaucoup aux partenariats. En fait. Vous croyez beaucoup aux écosystèmes. Oui, exactement. Et puis bon, après, comme j'ai dit, nous on peut acheter des fintechs là où on serait, on pense qu'on a un chemin à faire et où on ne serait pas encore. Merci beaucoup. J'aurai peut-être d'autres questions qui viendront un peu plus tard, mais Catherine, je me dirige vers toi. Donc, même question finalement un petit peu, l'écosystème Open Innovation avec les acteurs avec lesquels tu as pu travailler par le passé sur ces sujets-là. Je voudrais dire une chose rappeler une chose que Diana disait tout à l'heure, qui est nous ce qu'on croit fondamentalement, c'est que ces systèmes ouverts finalement, dans ces systèmes ouverts, on ne peut pas être tout pour tout le monde. Et donc, pour moi, c'est le domaine de la spécialisation et de l'excellence. Et nous, chez Banque Casino, il y a peu de choses qu'on fait bien, mais celles-là, on essaye de les faire vraiment très bien. Et c'est le paiement fractionné. Et c'est donc du crédit, le paiement fractionné, même si on l'appelle pudiquement paiement fractionné, c'est bien du crédit. Et nous, ce qu'on pense, c'est que c'est ça qu'on peut apporter dans nos partenariats. Et donc, on a des partenariats. Alors, juste un mot sur le paiement fractionné. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 40% des clients qui vont payer en utilisant le paiement fractionné n'auraient pas acheté s'ils n'avaient pas eu cette fonctionnalité-là. Donc c'est vraiment très important pour tous les e-commerçants de pouvoir disposer de cette fonctionnalité. Et évidemment, comme on est dans le tunnel de paiement du e-commerçant, eh ben forcément, on ne peut pas perdre le panier. Il faut des parcours ultra fluides, il faut être capable de scorer en temps réel, de donner la décision de crédit qui est irrévocable, et d'avoir un parcours aussi simple pour le client final que
qu'un paiement au comptant. Bon, voilà, j'ai fait ma pub. Tu as noté Maintenant, que je parle à tu la... as noté que monsieur voulait que tu l'intègres à la SNCF. Hein. Enfin, Mais il y a eu une demande tout à avec l'heure, grand hein. plaisir, avec grand plaisir, bien sûr. Pour revenir à ta question, parce que je peux parler de deux partenariats qui sont un petit peu différents, mais qui relèvent toujours de cette notion du paiement fractionné. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a parlé d'omnicanal tout à l'heure, c'est comment on fait du paiement fractionné dans un magasin. Donc un jour, Casino est venu nous voir, il se trouve que Casino est un de nos actionnaires, donc il est venu nous voir en nous disant, ben voilà, vous faites le paiement fractionné pour 25% du marché, pourquoi vous ne le faites pas dans les magasins physiques? Alors évidemment, dans le magasin physique, c'est un peu plus compliqué, hein, on n'est pas sur Internet, on ne peut pas scorer en temps réel. Et donc, comment on utilise l'appli et le wallet de Casino, qui pour la partie Casino est faite par l'AFP, pour justement arriver à faire du paiement en 4 fois. Donc on a travaillé avec l'AFP pour arriver finalement à se faire se parler les différents PSP pour pouvoir que chacun fasse son métier. Le seul qu'on fait nous, c'est ce paiement fractionné dans ce wallet. Et puis l'autre application que je peux donner... Donc là, c'est une expérience sans coup de pour l'utilisateur. Il est dans l'AFP, l'IFP, il paye. Et je rappelle c'est très important, on est en train de payer son caddie. Hein. Donc il ne s'agit pas de passer une demi-heure à la caisse pour aller à la caisse centrale pour savoir si on va vous faire des bons. Ça, c'est vraiment le point crucial dans la distribution, c'est le temps qu'elle est à la caisse. Et je rappelle que c'est aussi important dans la grande distribution physique que ça ne l'est dans la grande distribution Internet. Le boulot d'une hôtesse de caisse, c'est de faire passer votre caddie le plus vite possible. Donc il n'est pas question que le paiement en 4 fois puisse prendre du temps ou demande qu'on suspende le paiement à la caisse pour aller à la caisse centrale faire je ne sais pas quoi. C'est pas envisageable. C'est même pas envisageable. Donc on est vraiment dans ce sujet de comment j'applique dans le monde physique ce sujet du paiement en 4 fois. Et puis une autre application de ce paiement en 4 fois, c'est ce qu'on a fait avec Lydia, qui est en fait un autre type d'application. Cette fois-ci, je donne un petit coup de pouce, qui a un petit trésorerie qui peut aller jusqu'à 2500 €. Là aussi, c'est scoré temps réel. C'est mis à disposition en temps réel, donc instant payment. Coup de pouce, je vais obtenir... Tu fais ton coup de pouce. Bon, c'est un petit peu plus que ça, mais évidemment, sur la base des données d'agrégation, on peut scorer temps réel, vérifier les systèmes antifraude et donner le montant aux clients qui le demandent en instant payment. Donc, les montants sont débloqués immédiatement. Tu nous as donné 2 exemples. Quels sont les domaines où Banque Casino aimerait travailler plus encore avec des fintechs? Alors, je dirais qu'au nom de ce que je viens de dire, c'est-à-dire nous, notre credo, c'est la spécialité, on travaille avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut travailler dans le domaine de nouveaux produits. Nous, on sait faire le paiement fractionné, on sait faire du crédit, mais on ne sait pas faire du placement. Donc, on peut travailler, on ne sait pas faire d'assurance. Donc, on travaille avec des prestataires dans le domaine de l'offre. Après, il y a toute une série de domaines dans lesquels les innovations sont absolument fondamentales. Et il y a des gens qui rentrent dans le marché, qui ont des innovations extraordinaires, par exemple dans le domaine de l'authentification, dans le domaine de l'antifraude. Là, on vient de finir un POC avec une fintech américaine qui score les appels téléphoniques en temps réel sur 1300 points de score. Et le POC qu'on a fait a montré que 80% des cas de fraude qui avaient été identifiés n'auraient pas été identifiés par nos propres détections. Donc évidemment, retour sur investissement assez intéressant. Et donc ça, vous multipliez ce type donc d'expérience pour trouver... Et je peux vous en donner sur l'authentification. Hein. Nous, on n'est pas des spécialistes d'intelligence artificielle sur la lecture du visage pour l'authentification renforcée. Donc on est en relation avec Hubble, on est en relation avec, par exemple, Budget Insight, qui je crois, travaille avec eux dans un certain nombre de cas. Donc voilà, c'est autour du métier qu'on fait, on a besoin de toutes ces innovations pour justement avoir un ensemble cohérent et complet, sachant que nous, on ne sera pas tout pour tout le monde. Alors j'ai travaillé pour Banque Casino avant que tu n'y sois. Et le métier a bien changé, me semble-t-il. Toi, tu peux revenir un petit peu sur l'évolution de votre métier ces 10 dernières années? Je crois que l'évolution du métier finalement du financement des ventes, hein, puisque c'est par là que ça commence, même si après on fait du B2C, le métier du financement des ventes, il a pris le même choc que l'ensemble du monde de la distribution, c'est-à-dire le choc digital. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, l'essentiel des offres était distribué dans des magasins, donc on avait des grandes surfaces dans lesquelles on avait tout sous le même toit, ce qui est tout à fait l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui.
et où on finançait le crédit, on allait le faire à l'accueil, et puis on avait des cartes, il y a même des enseignes qui avaient des agences bancaires dans les hypermarchés. Aujourd'hui, on est très loin de tout ça, c'est-à-dire nous, on fait du 100% digital. Alors, de temps en temps, il y a un client dans un hypermarché géant qui veut une carte physique, donc on va lui en faire une gentiment. Mais c'est vraiment pas notre C'est de business. se rappeler comment on fait vite fait. Voilà, c'est parce qu'il ne faut pas se fâcher évidemment avec nos partenaires de la distribution, mais c'est pas du tout notre métier. Et finalement, le changement que nous on a connu, c'est le même Big Bang digital que ce qui s'est passé dans la distrib, avec tout ce qui est non alimentaire en fait qui est sorti des grandes surfaces. Et donc c'est besoin de financement aussi. Donc c'est tout le besoin de financement est sorti. Et en faisant ça, ce que je disais tout à l'heure, finalement le financement est rentré dans le tunnel de paiement du commerçant. Et ça change tout. Et ça a peut-être été la plus dure leçon, c'est quand on travaille avec un commerçant, on ne peut pas perdre le panier. Et donc si jamais vous mettez plus de X millisecondes à donner votre réponse, il vous débranche. Et vous pouvez être cousin germain et avoir le même actionnaire, ça ne change strictement rien. Donc voilà, nous ce qu'on a appris c'est ça, c'est comment on reste dans le tunnel de paiement d'un e-commerçant, comment est-ce qu'on est là en temps réel et avec le niveau de fluidité qui est nécessaire. Et évidemment le niveau de sécurité, parce que tout à l'heure on disait que 80% des paniers sont perdus dans le tunnel. Pour nous, ce qu'on a avec nos partenaires, c'est un petit peu plus bas que ça, mais ça reste très significatif. Ces pertes de paniers, c'est ce que tu disais. Bon, il y a évidemment le prix, le coût de la livraison, mais il n'y a pas que ça. Quand tu achètes un voyage, tu n'as pas de coût de livraison. Donc, tu as la décision crédit, tu as la sécurisation du client. Tu as des clients qui n'ont pas envie de mettre leur numéro de carte bancaire sur Internet. Donc, comment tu sécurises le client, comment tu le suis, comment tu facilites le fait que il veut être remboursé, il a payé en 4 fois, tu rembourses de la même façon. Donc, il y a toute la fluidité du parcours client. Et je pense que probablement ce qu'on a de plus proche avec nos clients e-commerçants, c'est l'obsession de la fluidité du parcours client. On le sait, la distribution vit parfois des heures difficiles, donc leur captive aussi. Tu es sans doute une de celles qui s'est le plus transformée rapidement, et tu disais comment. Est-ce que ça a aidé le fait que Cdiscount était un cousin justement, mais justement très pushy au début des années 2000 et qui travaillait beaucoup avec Banque Casino? Ça a aidé un petit peu? Bien sûr que ça a aidé, puisque d'abord la façon de bien vivre en étant une captive, c'est d'être plus captif. Hein. Ça, c'est quand même le truc le plus important. Oui, donc c'est de plus avoir un seul client e-commerçant, mais c'est d'en avoir beaucoup. Ça aide beaucoup à supporter la captivité. Mais oui, on a beaucoup appris avec Cdiscount, puisque Cdiscount, quand on a commencé à travailler avec Cdiscount, c'était déjà une grosse start-up, et le niveau d'exigence du e-commerçant, qui est en Europe le seul e-commerçant qui a encore résisté à Amazon, même s'il est numéro 2, il est quand même un beau numéro 2 derrière Amazon. Donc travailler avec Cdiscount, ça aide à rester, je dirais, debout et à courir vite. Merci beaucoup. Juste un petit mot pour le timing. Donc j'ai encore au moins 7 ou 8 minutes sur ce panel, et après j'ai à peu près le même temps avec Willy, et après vous aurez le droit d'aller manger. Donc merci de ne pas bouger, fermez les portes à double tour. Rigolez pas, je l'ai déjà fait une fois. Christophe, en fait c'est marrant, on a commencé la matinée avec Gilles, un acteur historique et effectivement leader dans le domaine des paiements. Pour moi, tu es mon acteur historique des fintech des paiements. Et on va un peu la terminer sur ces sujets-là. Comment tu réagis un peu à tout ce que tu as pu entendre? Et puis on va revenir après dans le détail sur les collaborations avec les acteurs installés, dont Nadixis, mais sans faire de disclosure, je ne sais pas. Comment je réagis? Moi, je crois que le sujet est assez évident, enfin pas assez évident, mais moi ce que je vois, ce qui a été dit, de toute façon, je vais un peu finalement résumer ce qui a été dit, c'est que le paiement, on le sent bien, c'est quelque chose qui innove. Il y a énormément d'innovation dans le paiement. On voit bien qu'il y a une démultiplication, ils l'ont encore redit ce matin, des moyens de paiement un peu depuis quelques années. Il y a un moyen de paiement par âge, il y a un moyen de paiement par catégorie, il y a un moyen de paiement par pays. Et donc on voit qu'il y a une grosse démultiplication de ce côté-là. On voit aussi que le paiement, il faut que ça devienne de plus en plus du plaisir.
Donc il faut que le paiement soit de moins en moins présent dans l'acte d'achat. Donc comme tu le disais aussi, quand tu prends ton Uber, tu ne payes plus. Quand on va prendre un sandwich chez McDonald's, on va peut-être le payer sur l'app, mais on va venir le chercher dans le magasin et on ne va plus sortir son porte-monnaie. Quand je me fais livrer avec Deliveroo, je vais juste appuyer sur quelques boutons pour être livré par un restaurateur qui était peut-être à 5 km et qui va me livrer directement avec un livreur que je ne connais même pas, mais qui va absolument me simplifier ma vie de façon absolument extrême. Et donc, on se retrouve avec une démultiplication finalement du besoin de bonheur et de plaisir dans l'achat pour qu'il ne soit plus visible, plus sensible. À côté de ça, on a une démultiplication des moyens de paiement. Et par contre, derrière, moi, ce que je sens, ce que je vois, je suis peut-être un peu juge et parti en disant ça, c'est que derrière, pour ceux qui sont les opératifs de ces choses-là, c'est que ça devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire que pour simplifier la vie de tout le monde au niveau du digital, pour simplifier l'expérience utilisateur, pour avoir un maximum de moyens de paiement, pour avoir des bons taux de transfo sur la page de sélection des moyens de paiement derrière, eh bien, effectivement, pour ceux qui opèrent, pour les sites marchands, pour les gens comme moi, pour les gens comme vous, ça devient de plus en plus compliqué de devoir gérer cette multitude, de devoir gérer tous ces flux de paiement qui viennent de tous ces moyens de paiement différents et qu'il va falloir renvoyer vers tous ces vendeurs, ces restaurateurs ou ces chauffeurs de taxi. Et donc, je crois que la matrice dont parlait Nicolas Hus ce matin, qui est à 2 dimensions de ce qu'il disait, moi, je la vois plutôt à 3 dimensions. Beaucoup de complexité, beaucoup d'enrichissement, on peut le voir comme ça, une exigence ultra forte de simplification. Et il y en a bien quelques-uns derrière qui doivent finalement permettre tout ça. Je pense que ce sont les acteurs que tu as fait parler ce matin. Et je pense que c'est que le début. Moi, je me rappelle quand j'avais lancé l'Imoéthique il y a 11 ans là, avec mes associés, on m'avait dit ouais, les moyens de paiement alternatifs, c'est quoi? C'est les moyens de paiement exotiques, c'est les quelques cartes cadeaux de l'époque. Et tu vas voir l'Imoéthique, il y a un moment, il y a tout qui va s'homogénéiser. Il y a un Google qui va s'imposer et qui va peut-être remplacer ou être à côté de Visa Mastercard, où il va y avoir peut-être un Apple qui va venir s'imposer et qui va faire tous les moyens de paiement partout dans le monde. Et moi, la réalité des choses, en tout cas côté paiement, puisque c'est un petit peu la thématique, je vois que ce n'est absolument pas vrai et que plus on avance, plus les moyens de paiement et plus la complexité, la variété s'intensifie année après année. Non, mais il y a Annie qui va tout unifier, s'il te plaît. Oui. Ouais. Tu as raté cette étape. Non, mais on va peut-être revenir un peu sur les monétiques quand même. Donc ton parcours justement, parce qu'on parlait de personnes tout à l'heure qui ont pivoté, toi tu as fait quand même quelques évolutions aussi dans le type d'offre. Ça fait quoi aujourd'hui une monétique par rapport à ce que ça faisait au début, pour qu'on voit un peu le parcours en 11 ans? Tu veux dire en volume? Non, ça fait infini, je veux dire. Infini, là, fois zéro. Quand tu pars de zéro. Non, mais nous, en fait, en métier, on a commencé il y a 10-11 ans en étant l'opérateur, on va dire, des cartes cadeaux dématérialisées. On voulait nous-mêmes être la première carte cadeau qu'on puisse s'offrir finalement par Internet, donc une carte cadeau qu'on s'envoie par mail. Le problème, c'est que les cartes cadeaux, c'est quand même sympa d'avoir le paquet au pied du sapin, donc s'envoyer une carte cadeau par mail, est-ce que ça fait vraiment sens? Mais en tout cas, c'est ce qu'on voulait faire il y a 12 ans. Et puis après, on s'est dit, tiens, bon, les cartes cadeaux, on ne sait pas les vendre nous-mêmes au comité d'entreprise, on ne sait pas les vendre en B2C, on n'est pas bon pour ça, nous, on est très tech, très orienté technologie et très orienté facilité, enabler, on va dire. Et donc, on s'est dit, tiens, on va plutôt équiper les acteurs des cartes cadeaux avec nos solutions pour les rendre faciles sur Internet avec du top-up. Donc, payer 50 € avec ma carte cadeau, mais comme mon achat sur Internet, il est plutôt de 80-90, il faut que je fasse un paiement complémentaire de 30 ou 40 € avec ma carte bancaire, sinon je ne peux pas dépenser ma carte cadeau sur Internet. C'est aussi simple que ça. Et on s'est dit, vers 2010-11, on va plutôt aller vendre ça directement aux gens qu'on voulait concurrencer, à savoir Sodexo, Natixis, avec Appetiz, enfin pas Appetiz, mais la partie carte cadeau et autres. Et donc on a fait ça pendant quelques années. On s'est dit, bon, c'est bien, on travaille bien avec les émetteurs de cartes cadeaux, on les rend facilement valables sur Internet, sauf que les volumes ne sont peut-être pas les volumes qui vont nous permettre de faire des milliards de volumes de transactions. Et on s'est dit qu'on allait plutôt, à partir de 2014, attaquer tous les moyens de paiement dans le monde et pas juste les cartes cadeaux qui étaient un petit peu exotiques en termes de volume à l'époque. Donc des plus grandes ambitions. Et alors pour revenir au sujet de coopération, de facto tu travailles un peu avec tout le monde, parce que tu as dit que tu étais un peu au milieu de la couche, les gens qui étaient là ce matin étaient beaucoup tes clients ou partenaires. Oui. C'est pas une petite boîte, quoi, Natixis, Worldline, etc. Des retours d'expérience de travail entre la petite structure que vous êtes toujours et ces grands groupes?
Les hauts, les bas alors les hauts, les bas, c'est évidemment comme nous, on travaille avec des grands groupes qui sont très exigeants à tous les niveaux, qui sont exigeants en termes de sécurité, qui sont exigeants en termes de déploiement, en termes de SLA, en termes de reporting, enfin, tout ce que vous voulez. Les grands groupes qui eux-mêmes ont des clients marchands qui sont exigeants, ont de fortes exigences et donc ils nous les font retomber ces exigences. Des fois, c'est un petit peu compliqué parce que nous, chez Limonetic, on est aujourd'hui 45. Et donc, il y a des fois des exigences qui sont un petit peu dures, mais tu as beau faire, ça fait grandir. Ça fait toujours grandir d'avoir finalement des clients partenaires qui te tirent un petit peu vers le haut. Donc ça, c'est une certitude. Après, ce qui est aussi un petit peu compliqué avec des grands comptes, c'est qu'il y a nous ce qu'on sent sur le marché, il y a ce qu'on aimerait bien faire avec le grand compte très rapidement, parce qu'on sent qu'il y a des choses qui arrivent comme les moyens de paiement internationaux, WeChat, Alipay ou les marketplaces. Il y a quelques acteurs des marketplaces qui sont ici. Et on va voir les grands comptes, nos clients, pour dire attention, il faudrait aussi que vous lanciez des marketplaces, par exemple, pour concurrencer Stripe et Adyen. Et il y a toujours un petit peu de latence, évidemment, derrière. Ça prend toujours un petit peu de temps pour que nous, ce qu'on voit sur le terrain et qu'on pourrait peut-être lancer rapidement, qu'on puisse le faire main dans la main, finalement, avec les grands comptes. Il y a toujours un petit peu de latence derrière. Et donc, c'est là où il faut avoir un petit peu d'oxygène parce que ça peut prendre un petit peu de temps. T'es habitué maintenant, quand même, à 11 ans. Maintenant, j'ai l'habitude. J'ai eu quelques frayeurs parce qu'on a vu le solde de prêt il y a 6-7 ans maintenant, parce qu'on avait sous-évalué complètement finalement le temps nécessaire pour faire une vente avec un grand compte, puisqu'il y a deux ventes. Il y a d'abord motiver finalement le grand compte, le PSP, la banque, l'acquéreur, et puis après l'aider ensemble, nous ensemble, à aller vendre ça finalement aux marchands qui sont les bénéficiaires finaux. Et là, il y a quand même après des succès qui sont complètement magiques, je le rappelle quand même. Ce qu'on a fait avec Natixis en à peine un mois et demi, c'est que là, on a rendu, on en parlait tout à l'heure, tous les paiements Alipay et WeChat en QR code dans tous les aéroports de France et d'Italie, plus quelques chaînes un peu spécialisées dans les montres. Et ça s'est fait ça en un mois et demi, 2 mois. Et là, donc, les clients qui utilisent Alipay et WeChat peuvent payer dans tous les duty-free français. C'est grâce à cette coopération. Et c'est grâce à la coopération. Et ça, ce sont des avancées magiques. Donc on revient à la robustesse des plus gros et l'agilité des plus petits. J'aurai encore 15 questions pour chacun d'entre vous, mais il est 40. Je dois absolument terminer ce panel pour laisser la parole à Willy et conclure. Sinon, ils vont manger les fauteuils et c'est compliqué. On a prévu un repas. Donc, un grand merci. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Chloé. Merci, Christophe.